Hello. First, excuse my bad English. I normally speak French. I will try to say a few words in English. I am Marco Lamenche. I'm a Belgian director, and I've been making documentaries for 35 years for the Belgian television, RTBF. It's a public television. And in 1985, I created with a friend, Jean Libon, a documentary film program that had a nice name, Striptease. No, it was not an erotic program. Striptease was a 1 hour program, usually with 3 or 4 documentaries, which was broadcast one Wednesday a month in prime time. And the program was so successful that it continued for 17 years at the same time, and was only stopped because we were too tired. Striptease was a little bit like a publishing house. Directors would come to us with some project, which we would accept or not. And there were few rules, but very strict rules. First, never commentary. Second, never fiction. And as few interview as possible. And also preferably trying to say something about the society where we live. Due to the success of the program, the French public television asked us in 1992, I think, to make the same program in France, where we trained the new directors. This program finished in 2012, I think. So I don't want to speak around, and I am with another guy. My first interlocutor is Benoît Dervaux. Benoît Dervaux knows very well Striptease, and will be able, I hope, some critical remarks on the program. Benoît is first of all a well-known cameraman. He has worked on many fiction films by the Dardenne brothers, in particular the very known Rosetta, which was a Palme d'Or in Cannes in 1999. And those who have seen the film surely remember this camera following Rosetta very closely. But Benoît worked for Striptease not as a director, but as the assistant of our most important directors of Striptease, Manu Bonmariage, who was also a very good cameraman. And Benoît was his assistant for several years. And Benoît is also a director, because he made some great documentaries. He made Gigi and Monica, who is the story of young teenagers living in the street in Romania after the fall of Ceausescu. He made La Devinière, a film about a place where children rejected everywhere because severe psychiatric problems are welcomed. And also, he made Rwanda, Life After, a terrible film that interviews the women who were raped during the 1994 genocide in Rwanda. Women trying to rebuild their lives as mothers. And so we can speak about Striptease.
Alors, Benoît, la première chose que je voudrais te demander, c'est pourquoi tu n'as pas travaillé pour Striptease et le souvenir que tu en as gardé au travers de Manu Bon Mariage. Et d'abord, le souvenir que j'ai de striptease, c'est un souvenir d'adolescence, parce que j'ai découvert striptease comme spectateur et j'étais terriblement interpellé par l'émission que j'aimais vraiment par-dessus tout regarder. À une époque où Internet n'existait pas, les portables n'existaient pas, le lendemain de la diffusion du striptease, c'était le sujet de conversation entre nous à l'école. Et j'étais très interpellé par cette façon de filmer, d'approcher le réel sans commentaire, comme tu l'as dit. Et mon père faisait du cinéma amateur et voilà, j'avais cette fibre-là, je faisais de la photographie et je pense que l'émission Striptease m'a vraiment donné une impulsion pour m'inscrire dans une école de cinéma où donner cours Manu Bon Mariage, pour qui j'ai eu la chance d'être assistant juste à la sortie de l'école. Donc, Il faut dire que Manu Bon Mariage, en plus, était devenu professeur dans l'école dont tu nous parles, à la demande de Jean Libon qui a créé Striptease avec moi. Donc, les choses se retournent et se retrouvent. oui, et donc, j'étais très heureux de travailler avec Manu parce que moi j'avais un petit peu la fibre et l'envie de réaliser, mais j'avais surtout envie d'apprendre l'outil de prise de vue et donc je me suis inscrit dans une section d'images et puis après avoir travaillé comme assistant avec Manu pendant environ 2 ans, ben, je me souviens que vous m'aviez dit à Striptease que après avoir fait quelques sujets de striptease au cadre, vous m'aviez dit, mais tu sais, la RTB, la télévision n'engage plus, c'est plus comme avant. Il faut que tu te débrouilles un peu par toi-même. Et donc, voilà, j'ai quitté striptease et j'ai décidé de développer mes propres projets documentaires parce que c'était très compliqué à l'époque de faire sa place dans l'équipe de striptease, étant donné le nombre de réalisateurs qui signaient des films et qui généralement étaient assurés à l'image par des caméramans statutaires. Et donc moi, comme j'étais extérieur à la RTB et que le C'était plus documentaire compliqué. Ouais. donc j'ai décidé de développer mes projets documentaires de mon côté, avec comme bagage cet apprentissage sur le terrain que m'avait transmis Manu Bon Mariage, qui était un réalisateur cadreur. Et finalement, c'est un petit peu par le fait qu'il était réalisateur et caméraman que j'ai pu travailler à Striptease, parce que les équipes de Striptease étaient composées d'un preneur de son, d'un opérateur image et d'un réalisateur. Et comme Manu faisait les deux postes, ben, j'avais un poste vacant pour un assistant. Et c'est comme ça que j'ai appris cette approche du réel qui était si particulière à Striptease dont j'ai gardé beaucoup d'enseignements pour les films que j'ai réalisés par la suite. Et tu peux peut-être expliquer, parce qu'on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas bien Striptease, ce qu'il y avait d'un peu différent dans l'approche pour un caméraman de travailler pour Striptease et ce qui se faisait d'habitude dans le documentaire, où les choses sont peut-être plus figées. Ben, ce qui était particulier, c'était que le réel se racontait de lui-même, en fait, par les images et le son, et non pas le dogme du commentaire. Et c'était quand même une approche assez complexe, tant au niveau de la réalisation que de l'image, parce qu'il fallait vraiment être extrêmement réactif. N'oublions pas qu'on tournait en film et que c'était de la pellicule réversale, non pas négative, donc la moindre technique était fatale. Et il fallait vraiment être très réactif au réel et pour pouvoir saisir la vie des gens que nous côtoyons en documentaire dans le vif, sans pour autant répéter les choses ou les mettre en scène, quoi. Donc, Oui, ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut préciser aux gens qui vont nous écouter, qui sont beaucoup plus jeunes que nous, c'est qu'à l'époque on tournait en film
C'est-à-dire que toutes les 11 minutes, la pellicule s'arrêtait, il fallait passer quelques minutes à recharger le magasin de la caméra, et que c'est pas comme maintenant où on peut mettre des cassettes les unes derrière les autres, les enfiler. Mais beaucoup de gens à l'époque disent aussi que ça obligeait le caméraman, celui qui tenait la caméra et qui faisait le film, à réfléchir toutes les 11 minutes et à réfléchir avant pour essayer de ne pas rater ce qui aurait pu être important. J'imagine que cette formation aussi t'a servi même quand tu as travaillé en électronique par la suite. Bien sûr. Bien sûr, c'était une gestion de la pellicule et du temps et du réel. Il fallait réfléchir à l'économie de la pellicule, mais bon, voilà, c'était vraiment très enrichissant comme apprentissage, quoi. Il y a une autre chose dont tu as parlé, c'est le commentaire, en disant c'était des documentaires, il n'y avait pas de commentaires. Il faut savoir que quand Jean et moi avons décidé qu'il n'y aurait pas de commentaires, c'est pas parce qu'on trouve que le commentaire est insupportable dans un documentaire. Il y a des tas de documentaires avec des commentaires qui sont formidables. Bon, pour citer les plus classiques, on citerait Alain René dans Nuit et brouillard, on citerait Chris Marker dans la moitié de ses films. C'est pas ça. Le commentaire peut être intéressant, esthétique, etc. Ce qui nous gênait, c'est que souvent en télévision, le commentaire servait de colle entre des séquences qui n'avaient rien à voir. C'est-à-dire que souvent en télévision, on avait filmé un peu n'importe comment et on raccordait des séquences qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres par du commentaire. Et dans la mesure où on interdisait le commentaire, ça signifiait que le réalisateur ou le caméraman ou celui qui était les deux à la fois était obligé de réfléchir à ce qu'il allait faire et à déjà penser à son montage, puisque de toute façon, il faudrait que les choses se racontent d'elles-mêmes sans l'aide de ce commentaire. Et, et ça, je crois que c'était aussi une difficulté peut-être supplémentaire, mais qui rajoutait au charme de la chose, non? Oui, parce que en fait, il fallait construire enfin, pour les striptease sur lesquels j'ai travaillé, il fallait imaginer au préalable une hypothétique structure à travers laquelle les choses pourraient se raconter. Et évidemment, le réel amène aussi des accidents qui permettent de rebondir sur ce que on avait en tête. Et le réel offrait souvent des opportunités pour créer une structure de récit. Mais moi, ce qui m'interpellait par rapport, pour revenir sur ce que tu disais avec le commentaire, c'est que lorsque je voyais striptease adolescent, euh, les réactions des gens, enfin, des spectateurs, c'est le spectateur quand il n'y a pas le commentaire quand le commentaire ne donne pas à manger au spectateur, le spectateur est face à lui-même et face à ce qu'il regarde. Et striptease euh, provoquait chez moi ne provoquait pas les mêmes réactions que chez d'autres. Et c'était un sujet de conversation, c'est-à-dire que certaines personnes trouvaient ça hilarant et en parlaient le lendemain de l'émission. Et moi, à contre-courant, parfois j'étais extrêmement touché parce que j'avais. Donc en fait, le spectateur était un petit peu face à lui-même pour réagir devant ce qu'il voyait. Et ça, je trouve Oui, ça intéressant parce que la télévision induit toujours un sens et ne laisse pas le spectateur interpréter par lui-même ce qu'il voit. Et je trouve que ça, c'était quand même une toute grande première dans l'histoire de la télé, quoi. oui, c'était un peu le but, laisser le spectateur interpréter comme vous voulez. Ça avait été très bien résumé. On a reçu énormément de courriers la première année. Et je me souviens qu'il y avait un monsieur qui nous avait écrit en disant, voilà, je suis grand-père, j'ai 75 ans, et je regarde le striptease en famille avec mes enfants et mes petits-enfants. Et quand le programme est fini, nous fermons la télévision et nous nous engueulons. Il disait pour une fois que la télévision, au lieu de nous endormir, nous fait parler entre nous. Il dit Banco, lui a tout compris, non?
Et aussi, et striptease par le manque d'intervention du commentaire et du journaliste, les gens sur qui, enfin, j'ai pu constater ça avec Manu, les gens que nous filmions, quelque part, faisaient leurs propres commentaires sur leur propre vie. Il y avait quand même aussi la striptease, euh, comme le réalisateur se fait discret et comme l'équipe télé se fait le plus discret possible, les gens abondaient dans le sens de leur peut-être leur propre narcissisme en se mettant un peu en situation alors qu'on ne leur demandait pas, quoi. J'ai souvent pu assister à ce genre de phénomène et c'est un peu, quand même un peu la marque de fabrique aussi de Oui, l'émission. avec parfois l'inconvénient de l'avantage, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont tendance à trop se mettre en scène. Et je me souviens qu'il est arrivé qu'on ait commencé à filmer des gens qui en faisaient tellement qu'ils étaient pour la caméra. Ils n'étaient pas comme on les avait vus dans la vie un petit peu avant. Ils ont renoncé à faire le film parce que eux faisaient une fiction de leur propre vie. Alors ça, c'est l'inconvénient d'un autre côté. Et je me souviens d'un sujet que j'ai fait au cadre et c'était la personne qui avait demandé à être filmée. Et effectivement, elle se mettait très fort en scène et parfois c'était un petit peu spécial, quoi, Oui, c'est pour ça qu'en fait, situation. je crois qu'on a fait entre 1985 et 2012, on a arrêté en France, on a fait environ 850 films. Sur les 850 films, ce ne sont pas tous des chefs-d'œuvre. On avait tendance, Jean et moi, à dire qu'il y en avait un quart qu'on n'aurait jamais dû faire, une moitié qu'on aurait pu faire mieux, et un quart qui était formidable. Mais sur ces 850 films, il y a très peu de films, je crois une dizaine, où ce sont des gens qui se sont présentés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a ce côté narcissique, c'est une chose qu'on a essayé de fuir au maximum, et le plus souvent, les gens qui se présentaient eux-mêmes pour être filmés, c'était pour des raisons qui n'étaient pas celles qui nous intéressaient nous. L'idée de striptease, c'était quand même un réalisateur découvre une situation et essaye d'en rendre compte avec son langage, mais essaye d'en rendre compte le plus honnêtement possible et le plus près possible de la vérité, de sa vérité, puisque c'est évidemment un réalisateur, on n'a jamais prétendu être objectif ou il y a la part de subjectivité qu'on retrouve dans chaque film de striptease et qui est vrai pour tous les réalisateurs. Mais ça, je crois que c'est toujours vrai dans le documentaire. Ouais. Mais alors, il y a une chose que je voulais te demander, toi qui as travaillé beaucoup, et je parlais de Rosetta et de cette caméra qui suit Rosetta au plus près pendant tout le film. Euh, quel type de similitudes et quel type de différence y a-t-il dans ce type de travail quand tu suis au plus près quelqu'un? Parce que là, c'est quasiment une technique de documentariste. On peut le croire, mais en fait pas du tout parce que le film est extrêmement répété et construit. Simplement, les Dardennes voulaient un style très réaliste par rapport à leur scénario et donc l'ancrage dans le réel, on a été aussi chercher dans une caméra portée à l'épaule, comme on C'est pourrait le ça, faire oui, en oui. striptease. Mais au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup de similitudes dans la mesure où tout est mis en scène, tout est répété, tout est construit. Mais on a cherché avec les Ardennes à ne pas forcément être bien mis, c'est-à-dire qu'en documentaire, quand quelque chose se passe, on essaye d'être bien mis, on essaye de, de ne pas être battu par le réel, quoi. Et ça donne toujours, évidemment, l'urgence du réel donne toujours une forme de fragilité euh, à l'image, et on a cherché à, à recréer ces choses en fiction. C'est-à-dire que si par exemple on filme un personnage qui a
un téléphone dans la main, on va plutôt mettre la caméra du bon côté en général, on va plutôt mettre la caméra pour bien voir le visage, mais avec les Dardennes, on mettait plutôt la caméra au mauvais endroit, si tu veux, pour recréer cette forme d'accident et de caméra qui est toujours en retard, qui est toujours surprise par le Ah personnage, oui. mais néanmoins, on connaît l'histoire, l'histoire est écrite, c'est un scénario qui est mis en scène dans des décors que l'on contrôle, et donc en fait, c'est plus une recherche de réalisme à l'image plutôt que qu'une similitude avec le documentaire. Mais le fait que je vienne du documentaire a aussi aidé à trouver ce style en fiction. Oui, parce que quand tu suis Gigi et Monica, je viens dans les rues de Bucarest, c'est aussi c'est une pure technique de documentaire. Oui, mais alors, Là, tu ne les fais particulière, pas jouer comme on fait jouer. non, mais il y avait derrière un repérage beaucoup plus approfondi qu'on ne peut le faire pour striptease. Et donc, je connaissais les lieux vraiment très bien et je pouvais construire peut-être les choses sans les mettre en scène, bien entendu, mais je savais quel lieu ces enfants fréquentaient, à quelle heure, à quel moment, Oui, comment oui. j'aurais pu les filmer. Et donc, j'avais cet avantage du repérage approfondi qu'on n'avait pas toujours l'occasion de faire quand on striptease. Et de la longueur, évidemment, Oui, puisque oui, striptease, en général, c'est, pas tous, mais enfin, la plupart des films font environ un quart d'heure et étaient tournés en, disons, grosso modo, une semaine, même s'il y avait 2 semaines de montage par la suite. Et c'est vrai qu'en une semaine, on n'a pas la connaissance qu'on a quand on suit. Avant Striptease, Jean Libon et moi, on a suivi un couple de toxicomanes qui essayaient de se dépêtrer de leur état. On les a suivis pendant 1 an et demi. Ça, ça crée un autre type de relation que ce que tu peux faire en 8 jours. mhm, oui. Et c'est un petit peu ce qui me manquait aussi quand je tournais avec Manu, c'est de pouvoir aller plus loin dans l'approche Oui, oui, du réel et de la rencontre avec les personnes qu'on filme. Je, trouve- je restais souvent un peu sur ma faim avec oui, les. oui. Mais je crois que c'était le cas de beaucoup de réalisateurs de striptease qui étaient contraints par cette règle qui est une règle de fonctionnement qu'on essayait de. Ce qu'on voulait surtout, c'est ne pas avoir comme dans beaucoup de documentaires qu'on a vu, des redites, des longueurs, des choses interminables, et qu'en disant, si on fait 13 ou 15 minutes, on a moins de risques d'avoir ça. Mais effectivement, ça limite tout à fait le réalisateur, et beaucoup de réalisateurs qui ont travaillé pour nous sont partis après faire des choses plus longues et plus approfondies. Ouais. Mais il y avait un côté irrévérencieux à striptease qui était vraiment quelque chose dont la société avait besoin à l'époque, je crois. En tout cas, la Belgique. Et ça a été comme une espèce de ciment, on peut le dire, pour beaucoup de gens, parce que c'était un rendez-vous enfin, c'était une émission qui a eu tellement de succès. Et c'était quand même un plaisir de voir défiler à l'écran une série de portraits de la population. Les gens ne se connaissent pas très bien finalement. Et Striptease avait un rôle de portraitiste de notre société. Moi, j'ai trouvé ça formidable dès, dès les débuts. J'étais subjugué par ça. Et je trouve que ça manque aujourd'hui, peut-être pas cette forme d'irrévérence, mais en tout cas cette forme d'approche des gens quoi, à travers le service public. Ça manque très fort, je trouve. Oui, mais c'est ce que je disais un peu d'une autre manière. Si striptease fonctionnait, c'est parce que les jeunes connaissent pas les vieux ne connaissent pas les jeunes, les pauvres ne connaissent pas les riches, les gens de la campagne ne connaissent pas ceux de la ville et vice versa. Et c'est ça qui a fait que ça fonctionnait, je crois. Oui, oui, Les gens se sont découverts un peu. On a tendance à dire brut de décoffrage, c'est pas tout à fait vrai parce que c'était aussi, ça dépend les films, mais c'était souvent aussi très travaillé, ne serait-ce qu'au montage. oui.
mais ça, c'était aussi la différence qu'on a pu avoir d'un réalisateur à l'autre. Il y en a qui, un peu par hasard, nous ont fait des films qui sont faits d'un plan séquence, un des films qui va être vu là à la conférence, qui s'appelle Duel et qui est quasi un plan séquence d'une discussion entre un père et sa fille. La fille veut sortir un peu plus, le père ne veut pas, et ça discute en permanence. Et je me souviens, après le passage de ce film, être passé à la télévision, je croise un de mes collègues qui me dit « Oh, formidable, votre film hier, on voit bien la mauvaise foi des adolescents, c'est exactement comme le mien. » Et il fait que je connaissais le fils de ce collègue, et le fils de ce collègue passe chez moi le soir, il me dit « Formidable ce film, on voit bien la mauvaise foi des parents. » Et je me suis dit, bon, encore, on a réussi. C'est-à-dire que chacun a vu ce qu'il cherchait dans le film, mais avec les mêmes images, il tire des conclusions totalement différentes. Et puis, ce que je trouve, bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens, bon, bien sûr, les réseaux sociaux jouent sur le narcissisme, et il y avait une part de narcissisme dans les gens que nous filmions, je crois, pas tous, mais certains, que nous filmions dans les sujets à striptease. Mais il y avait l'intervention de regard extérieur. Et je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est que les cinéastes n'approchent. Moi, oui, Ouais, j'ai tendance à dire que avec les réseaux sociaux, on n'aurait jamais pu faire striptease. C'est-à-dire qu'après le premier, ça aurait fait un scandale et ça aurait fait une boule de neige sur les réseaux sociaux et on aurait été arrêté tout de suite. oui. Je crois que c'est presque incompatible le type de travail qu'on faisait à striptease et l'existence des réseaux sociaux à côté. Ouais. Et je crois que c'est vrai pour beaucoup de choses aussi. Écoute, merci infiniment. En tout cas, Merci à toi de je m'avoir vais invité. dire quelques méchancetés. Non, écoute, méchanceté, non, je ne regrette rien du tout. Ok. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir participé à ce petit entretien. Merci Marco. À bientôt, Benoît. À bientôt. Au revoir. Au revoir. My second interlocutor is also called Benoît, but it's not Benoît Dervaux, it's Benoît Mariage. Benoît Mariage has directed 6 films for striptease, all of them magnificent and all of them critically acclaimed. First, there is the extraordinary Dieu seul suffit, God alone is enough in English, in which Benoit managed to get a camera into a place where normally no one comes, a convent of Carmelite nuns accepts a show called Striptease. Strange. You can see this wonderful film with an incredible atmosphere online. He also made a film that made a lot of noise, a scandal even, since it made a law change. It's the story of a 6-year-old boy. Not 6, 3.5. 3.5 years, not 6. What do you say? It's not 6 old, it's 3.5 old year. It was 3, no, 4, no? 3 no, years? 3.5. 3, okay. I thought it was 6. 3 years, mate. 3-year-old boy that his father trains to become a motorcycle champion. He will tell us about it right away. What's interesting is that film made Benoit uncomfortable enough to make fiction film. And this fiction film have kept something of the documentary films made for striptease, a deep tenderness for the film characters, a permanent poetry, and above all, an original vision of our society. Alors, je vais te demander de nous redire en quelques mots, Benoît,
pourquoi, à la suite de ce film sur ce petit motard, tu t'es trouvé mal mis, ce qui n'était pas le cas, je crois, avec Dieu seul suffit, et que ça t'a poussé vers la fiction. Non. Oui, ce qui n'a pas été le cas avec aucun de mes films. C'est dans les films que j'ai fait pour Striptease, c'est le seul qui m'a posé problème parce qu'il y avait quand même une part de dénonciation de ce que je voyais. Évidemment, on m'ont dit, mais c'est un gamin de 3 ans et demi qui fait de la moto, c'est très mauvais pour sa colonne. Il y avait tellement d'éléments qui faisaient que moi, en tant que journaliste et réalisateur, je voulais dénoncer cette pratique, ou en tout cas la montrer pour que chacun en tire un point de vue. Évidemment, le striptease fonctionne sur une forme d'intimité qu'on a avec les sujets qu'on filme. À partir du moment où il y a une part quand même de dénonciation qui est prégnante dans la démarche, ça devient très compliqué parce qu'on est chez des gens et plus le film avançait, plus je savais pertinemment bien que les images que j'emmagasinais allaient plaider contre lui et contre ce qu'il faisait avec son enfant. Malgré tout, le soir, on prenait un café ensemble et moi, je voulais aller jusqu'au bout dans cette démarche, enfin terminer mon film. Donc, je me disais à la fois, là, je pense que ça va pas être très bon pour lui, et j'ai continué à filmer en privilégiant le fait que je devais témoigner de ce qui se passait. Après, est-ce que la vraie démarche, est-ce que la fin justifie les moyens? Je pense que moi, j'étais un jeune, je sortais d'une école de cinéma. Oui, c'est quelque chose qu'en principe, on doit se poser, une question qu'on doit se poser à chaque film. Mais en plus, avec celui-là, Ouais, mais oui, parce que tu as eu celui-là, des conséquences. il y avait quand même un regard très critique. Et il ne faut pas se leurrer, plus on avançait dans le film, parce qu'on a filmé, d'abord on est en repérage une semaine, on discutait avec les gens sont très honorés de la présence de la caméra, le père était très heureux que la télévision s'attache à son petit-fils champion. Nous, évidemment, on n'a jamais, pour pouvoir rentrer, il faut être clair, on n'a jamais dévoilé évidemment les côtés déplaisants de son activité. On l'a joué un peu discret en disant qu'on voulait juste filmer la relation de ce père avec son enfant dans la pratique du motocross. Mais au début, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'on allait filmer. Et plus le film avançait, en plus le père était nerveux parce que le fils courait mal. En plus, il courait mal devant la télévision. Donc notre présence a accentué en plus une forme d'énervement chez lui par rapport à son fils et sa relation avec lui. Donc à la fois la caméra a, je pense, influencé aussi les choses dans le fait que il fallait que le film soit absolument bon parce que la télévision était là. Et à la fois, je remarquais évidemment le film avançait que plus il allait littéralement en prendre plein la gueule, comme on dit ici en français. Et donc voilà, j'ai quand même allé jusqu'au bout, j'ai fait ce film. Alors le paradoxe, c'est que le père a vu le film avant le... Ça, c'est un autre paradoxe, c'est que le père a vu le film avant la diffusion, et pour lui, il n'y avait pas de problème. Il y avait juste une scène qu'il ne trouvait pas nécessaire, mais il n'y avait pas de problème. C'est le regard des autres sur sa pratique qui l'a surpris. Et parce qu'à aucun moment, je pense, d'abord, si sa pratique pour lui avait été malaisante, il ne nous aurait pas accepté. Donc, le problème s'est posé à la lecture et aux réactions véhémentes du public lors de la diffusion du film. Mais alors là, c'était particulièrement fort parce que l'image en soi un petit peu violente d'un gamin qui fait de la moto, mais c'est quelque chose qui se présente quand même très souvent dans le documentaire, c'est-à-dire que les gens se reconnaissent, disent mais je ressemble à ça, et c'est leur entourage qui leur dit mais enfin tu ne te rends pas compte, soit tu es une crapule, soit tu es ridicule, soit tu es... Ouais. Mais Marco, moi je savais très bien au fond de moi, quand je suis sorti de ce film, je savais très bien que ce gars allait en prendre plein la gueule si on diffusait le film. Et je l'ai accepté, je l'ai fait. Donc voilà, Oui. Mais je l'ai fait sans aucune pression, ni de la production. C'était moi, Benoît, qui ai décidé d'aller au bout, prétendant aussi défendre quelque part les droits de l'enfant. Enfin voilà, on peut toute cette ambiguïté-là. Mais je me suis senti mal. Après, j'ai dit, Benoît, mais ça va pas. Je veux dire, ce mec t'a quand même ouvert sa porte, et quelque part, avec confiance, il t'a ouvert sa porte.
et tu lui fais un peu un bébé dans le dos, quoi. Et donc, et sur les autres films, d'ailleurs, j'ai revu. C'est le seul film qui m'a posé problème parce que j'ai toujours aimé les gens que je filmais et je pense qu'on ne filme jamais aussi bien les gens que quand on les aime. C'est pas de moi que c'est Agnès Varda qui dit ça et je pense qu'elle a raison. Et donc là, c'était le cas un peu limite. Et là, après, je me suis dit, mais prends la plume. Parce qu'il faut dire que moi, je suis très touché dans ma vie personnelle par le transfert parental. Donc, je pense aussi que ma structure psychique et ou psychologique a réagi très fortement par rapport à cette situation, de par mon histoire. Donc, il y a eu une sorte de reconnaissance, même si je viens pas du même milieu et même si c'est pas lié à une pratique telle que le motocross, mais je pense que cette pratique rencontrait en moi quelque chose qui n'était pas réglé dans mon histoire personnelle. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été un... Oui, mais alors je pense à une autre histoire qui a été filmée pour Striptease, euh, qui est le portrait du bourgmestre de Bruxelles, qui est un brave homme qu'on voit absolument ne rien faire, sinon boire des coups, faire ses courses au Deleuze, un homme tout à fait charmant, mais qui passe son temps à faire la cuisine et à ouvrir des bouteilles. Et effectivement, un peu comme pour le papa de ton motard, tout le monde lui est tombé dessus, tous les journalistes lui sont tombés dessus en lui disant qu'est-ce que c'est que cet homme politique, le maire de Bruxelles quand même, c'était quelque chose d'important. Et alors là, la réaction était différente, c'est-à-dire que lui a dit, mais pas du tout, striptease ne m'a pas fait un enfant dans le dos, je suis exactement comme ça. Alors c'est assez curieux parce que ce sont deux situations qui ne sont pas les mêmes, mais qui se résolvent de manière fort différente en tout cas. Oui, parce que là, on parlait d'une bonhomie. Là, c'est la pratique était quand même. D'ailleurs, il y a eu plus de courriers sur mon film que sur le génocide du Rwanda qui se passait plus ou moins au même moment. Donc, il y a eu un Oui, effet terriblement spectaculaire dans le oui, retour. Parce oui, que, absolument. je veux dire, quand on touche à l'éducation, quand on touche à l'enfance, et en plus, des gens de la région et tout, donc il y avait une réaction. Et vraiment, je me suis dit, moi, je l'ai assumé. Après c'est ce qui est génial aussi, c'est que c'est une expérience qui m'a en fait amené vers la fiction. Parce que je me suis dit, Benoît, d'ailleurs, mon premier long métrage, Les convoyeurs attendent, qui est raconte la même chose, un transfert d'un père un peu débile, un peu fou sur son fils. Et donc là, j'ai pris avec la plume, j'ai retrouvé une liberté, j'ai payé des comédiens pour jouer le rôle. Et là, j'ai écué évidemment tout problème moral par rapport à la situation. Et j'ai aussi, je pense, de façon rédemptoire, donné des circonstances atténuantes au père, un fait qu'on a 13 minutes de bourrage de crâne et d'entraînement, alors que non, il y a quand même 2-3 moments, mais globalement, ça a un peu magnifié l'idée que le père était sans arrêt, faisait le forcing sans arrêt pour conditionner son fils dans cette pratique et dans l'excellence de cette pratique. Voilà, mais ceci dit, après, Et la voilà, c'est fiction se libère évidemment de ces problèmes oui, moraux qu'on peut avoir après coup. ouais, parce que je pense que l'intimité empêche. À un moment donné, il y a une barrière invisible dans un documentaire que tu sens ne pas pouvoir franchir. C'est le respect de l'intimité de l'autre, c'est plein de choses. Et je pense que la fiction te redonne une liberté pour approcher la vérité. Parce que la vérité du père, oui, je pense qu'il y a entre la réalité et la vérité, même en documentaire, derrière la réalité, on cherche une forme de vérité, mais parfois on ne peut pas l'atteindre parce que on est limité par des barrières déontologiques ou de morale ou de respect tout simplement de l'intimité de l'autre. Ceci dit, tout ce que j'ai fait en dehors à Striptease, je l'ai beaucoup aimé. Les gens, j'ai revu les gens. Et donc, ce reportage est paradoxalement une exception dans ma filmographie à Striptease. Mais voilà, ça m'a fait avancer dans mon parcours personnel et ça Ouais. m'a fait réfléchir. Et donc, je me suis dit après, Benoît, ça tu fais plus.
c'est comme si Marco, j'allais chez toi et pendant que tu étais à la toilette, j'allais te piquer un cadre à ton mur et je pars. Il y a un truc quand même qui est quand même qui est pas très glorieux. Et Oui, voilà, j'ai mais, rediscuté avec le père après. Après, c'est compliqué, mais j'ai pu rediscuter avec lui oui, après. oui. Je Mais tu pense que sais bon, aussi que Striptease, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu comme une maison d'édition avec des tas d'écrivains qui ont des styles différents, certains bons, d'autres moins bons, certains avec plus de morale et d'autres moins. Et parmi nos réalisateurs, il y en a qui étaient très délicats et d'autres qui étaient nettement plus, plus durs ou plus il y a une féroces. autre chose, Marco, que je veux dire, c'est que on peut imaginer, on pourrait imaginer faire dans des milieux où les gens ont la capacité de se protéger intellectuellement, on n'arrive pas à rentrer. Je pense qu'on pourrait faire le même sujet sur dans une famille bourgeoise où le de mais là c'est compliqué d'entrer parce que les Mais c'est, et, et aussi je pense que qu'en Belgique, parce que striptease a été décliné en France, mais ça c'est mon avis, je pense qu'il y a une bonhomie chez le Belge qui correspond bien au précepte de l'émission, c'est-à-dire que le Belge n'est pas trop soucieux de l'image. Je pense qu'en France c'est un peu différent. Et donc le striptease collait parfaitement aussi à cette mentalité ouverte des Belges en général, avec plus facilement une possibilité de rentrer dans l'intimité des plus populaires, parce que là, on se protège moins de l'image. On protège moins une image, on a oui, moins. T'es oui. d'accord, Ceci Marco? dit, je ne sais pas si tu avais vu, il y a un film qui s'appelle Evelyne, reine d'Afrique, et qui est précisément une très grande bourgeoise. Il y a eu 2 films d'1 heure faits sur elle dans Striptease, qui est une très grande bourgeoise qui est chef d'entreprise, qui roule en Porsche, qui habitait à un moment un château, etc., et qui a décidé d'aider l'Afrique. Et on la suit en Afrique, où elle a son école, elle a ses petits noirs, etc. Et là, elle était ravie du film, qui rendait, trouvait-elle, bien compte Personnalité. de sa personnalité et de ce qu'elle faisait réellement pour l'Afrique. Mais d'autres gens l'ont trouvé absolument épouvantable en disant un tel paternalisme, comment peut-on encore oser afficher ça maintenant? C'est-à-dire que de nouveau, avec les mêmes images, on avait, et pas de commentaires, avec les mêmes images, on avait la personne qui se reconnaissait parfaitement, et d'autres qui disaient mais c'est quand même impossible, comment a-t-elle osé se montrer? Et je crois que ça c'était aussi une des forces parfois du documentaire, d'avoir plusieurs lectures possibles, précisément quand il n'y a pas de commentaires et Ouais. quand on essaye de... Ça, c'est l'aspect lecture qu'on maîtrise pas, hein, que nous, on maîtrise pas, mais on peut deviner. Après, maintenant, le réalisateur du film dont tu parles, la vraie question pour lui est de savoir si en rencontrant cette grande bourgeoise, il avait l'intuition de ce que ça allait provoquer à l'antenne et de ça, est-ce qu'il a pu en parler avec la protagoniste de son film? Je pense pas, parce que s'il en parle ouvertement en disant là, vous risquez quand même de vous prendre une belle gamelle, elle Mais, refusera le film. oui, mais ça n'était pas un portrait à charge, hein. Ouais, Et je crois que elle l'a essayé, c'est une réalisatrice, elle a essayé de le faire au plus près, sans pousser particulièrement. Alors il y a quelques plans parfois un peu amusants, mais elle a vu, elle a revu le film, elle l'aimait beaucoup, mais c'est-à-dire que les mêmes actions ne se lisent pas de la même manière ouais. par Mais des comme dans la personnes vie, qui je veux sont dire, dans chacun se fait un point de vue des oui, gens oui, qui même ont le film. indépendamment du fait de le filmer. Mais alors, je voulais te parler, puisque tu parlais de la fiction, je voulais venir sur un point sur le. Moi, j'ai été frappé. On a fait plusieurs fois des projections de films de striptease, les tiens notamment, sur grand écran au cinéma.
Et contrairement à beaucoup de documentaires qui sont faits en télévision, les films de striptease se tiennent très bien au cinéma. Je crois, alors mais tu vas me dire ce que tu en penses, je crois que c'est d'abord parce que souvent le documentaire en télévision, ce sont des redites et des redites et des redites. On doit dire 4 fois la même chose pour être sûr que les gens comprennent. Un film de striptease, si on le regarde au cinéma et qu'on va faire pipi pendant 3 minutes à un moment, qu'on revient, on risque de ne plus comprendre parce que il y a des choses qui sont passées. Et il y a un montage qui est fait, qui est plutôt d'ordre cinématographique plutôt que ce qu'on fait d'habitude en télévision, où on colle des plans d'interviews, et entre les interviews, on met l'image avec du commentaire. Je ne sais pas si ça tient à ça, mais je ne sais pas, dans le rapport entre le cinéma en salle et striptease, que vois-tu? Bon, on a eu l'exemple de Ni juge ni soumise qui vient de sortir et qui est un pur striptease, mais fait pour le grand écran. Qu'est-ce que tu en penses Ouais, je pense que c'est une écriture condensée, donc très serrée, 13 minutes. Je pense déjà que c'est une capacité de concentration que maintenant, est-ce que c'est le maximum de capacité de concentration d'un spectateur aujourd'hui? Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à ça. Je pense qu'on va à l'essentiel. Moi, j'ai adoré parce que c'est vraiment faire du cinéma. D'abord, nous, on tournait en 16 mm. On montait quand même 2 semaines, 13 minutes. Je ne sais pas quelle télévision. Je crois qu'il faut une télévision de service public pour offrir autant de temps pour un montage relativement court. Je pense qu'il y avait une énorme exigence de votre part sur le casting, c'est-à-dire le choix des sujets. Donc, je pense que déjà, cette sélection fait qu'on allait sur des sujets qui étaient déjà potentiellement très captivants. Et je pense, d'autre part, que les projections publiques de striptease étaient remplies d'aficionados de l'émission qui étaient déjà amoureux de striptease avant de voir les striptease. Et donc, c'était des classes. Moi aussi, j'étais super étonné de l'euphorie qu'il y avait dans ces salles. Mais il faut dire que striptease était un phénomène de société en Belgique et que encore aujourd'hui, même quand je suis allé à Cannes avec mon premier long métrage, les journalistes m'interrogeaient sur striptease parce qu'ils avaient vu que j'avais travaillé à striptease dans ma biographie plus que sur mon film. Je crois qu'il y a eu une vraie aura et un engouement sans précédent à la télévision belge pour cette chronique striptease et on m'en parle encore aujourd'hui et il y a toute une génération qui était entre guillemets biberonnée par striptease et c'est vrai que c'est moi, si j'étais prof d'art dramatique dans une école, c'est anthropologiquement sur le comportement humain, c'est un matériau d'une richesse incomparable. Et bon, moi j'ai parlé de cet accident avec le petit motard et du trouble et des conséquences de ce trouble. Mais globalement, j'ai tellement appris dans cette émission, avec votre rigueur journalistique, à démystifier aussi. Je pense que ce que j'ai appris de vous, c'est que c'est une phrase de René Char, mais la lucidité à la brûlure la plus proche du soleil. Je pense que Striptease se voulait très lucide sur le monde dans lequel on vivait. Et cette lucidité a été appréhendée sous la forme cinématographique. Et ça, j'ai trouvé vraiment passionnant, quoi. Je crois qu'il y a aussi une chose, il y a des gens qui nous ont reproché, mais je crois qu'ils n'en avaient peut-être pas vu assez, qui nous ont dit, mais striptease, c'est toujours la même chose. Or, quand on regarde des films, pas avec tous les réalisateurs, mais il y a quand même toute une série de réalisateurs où on voit en quelques plans de qui ça vient. Un film de Manu Bon Mariage, on reconnaît en quelques plans de qui ça vient. Un film d'André François, on reconnaît. Un film de Benoît Mariage également. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de règles communes, très strictes, comme j'ai dit, pas de commentaires, le moins possible d'interviews et pas de fiction. Ouais. Mais à part ça, je crois que les gens avaient quand même une certaine latitude pour avoir leur propre patte, qu'elle apparaisse dans le film. Ouais, ce qui était génial, c'était qu'on avait effectivement on s'en partait, on y allait. Mais je pense
que Striptease est l'héritage d'un cinéma direct qui était préparé par Fait divers, qui est une émission incroyable, fait en amont. Donc il y a eu un ferment à la télévision belge d'un amour ou d'un intérêt pour le cinéma direct, où déjà capter avec l'image et le son des choses était essentiel et était peut-être plus pertinent que l'ajout d'un commentaire sur des images d'actualité. Et je pense que cette culture-là, on en est héritier aussi de ce qui était fait avant, notamment, tu parlais de Manu Bombariage avec et Jean Libon et des journalistes et des caméramans d'exception qui avaient cette culture du cinéma direct déjà en amont de la création de Striptease. Ah oui, Non? absolument. Les premiers connaissaient les Michel Brault au Canada, les Jean Rouch en France et tous ces gens-là. Ça, je crois qu'il y a une filiation qui est très claire de ce côté-là. Bon, qu'est-ce que tu nous prépares pour l'instant? Maghrébine, qui était choisi pour incarner François d'Assise dans une pièce de théâtre avant-gardiste, mais c'est une comédie et c'est sur un film sur l'identité. Une réflexion en tout cas sur l'identité, et j'espère. On l'a projeté déjà en France, et on est content de l'accueil, donc voilà. Bientôt, ça sortira en février en Belgique. Écoute, je te remercie infiniment. Mais merci à toi, Marco. Et merci je me réjouis de voir parce ça. Que c'était sans vouloir mettre de la pommade, hein, mais c'était vraiment avec les gens qu'on travaillait, comme les monteurs, comme Big Berker et tout. Pour moi, c'était vraiment un écolage magnifique et c'était un apprentissage formidable, quoi. Et je te dis, il y a ce fameux film avec le motard, mais à côté de ça, Radio Chevauchoir, Elvis, il y a tous des personnages que j'ai revus, que j'ai aimés, que j'ai continué à voir et qui ont été très heureux d'être passés à la télé, d'avoir eu les honneurs de la télévision. Mais dans les films qui sont projetés ici à la conférence, il y a 2 films de toi qui sont les 2 bouts de la chaîne. Il y a Le Petit Motard dont on parle, mais il y a aussi Dieu seul suffit. Et c'est vraiment les 2 opposés. C'est ça la richesse aussi Voilà. et la diversité de cette émission, quoi. Merci mille fois. À très bientôt, Benoît. Je t'embrasse, Marco, et à bientôt, T'embrasse. j'espère. Hein. Ciao, ciao. Merci.